Il y a 40 ans, le dimanche 26 avril 1986, à 1h23 minutes et 46 secondes, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose et provoque la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. 40 ans plus tard, l'association Greenpeace alerte sur un possible effondrement du dôme de protection interne qui recouvre ce réacteur. Bonjour à tous et bienvenue dans ces belles actus, voici le sujet à la une. Mais avant toute chose, si mon contenu vous intéresse, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de YouTube pour être tenu au courant des moments où je sors des vidéos. Vous pouvez également vous abonner sur Instagram et sur TikTok avec le même nom de compte, MathPolitics. Il y a donc 40 ans, jour pour jour, ce 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, provoquant la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire. Alors attention, le but n'est pas de refaire minute par minute les événements qui ont mené à l'explosion du réacteur, mais plutôt de voir les conséquences, ce qui s'est produit ici en Belgique, et les conséquences aussi encore à l'heure actuelle en 2026. Mais pour l'expliquer rapidement tout de même, le 25 avril 1986, un test de sécurité qui concerne le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl doit avoir lieu. Le but est de simuler une panne d'électricité. Il faut voir si la turbine tourne encore suffisamment avec son inertie pour produire de l'électricité le temps que les générateurs de secours prennent le relais. Ce test, il aurait dû être réalisé avant la mise en service du réacteur près de 3 ans auparavant. Pour le réaliser, il est nécessaire de réduire la puissance du réacteur et de couper différents systèmes de secours comme l'alimentation d'urgence en eau. Mais voilà, au cours de la journée, un ordre arrive, le test doit être repoussé et il faut maintenir le réacteur à une puissance minimum pour assurer l'approvisionnement électrique durant l'heure de pointe. Cet ordre va décaler le test de la journée à la nuit et pendant ce temps-là, le réacteur va s'empoisonner au xénon, il va se déstabiliser. Malgré tout, il est décidé de continuer le test. De plus, à minuit, les équipes changent, c'est l'équipe de nuit qui prend le relais et elle n'est pas préparée à réaliser le test en question. Alors que le réacteur est devenu profondément instable et qu'il faudrait l'arrêter totalement pendant 24 heures avant de reprendre les opérations, il est décidé malgré tout de continuer le test. La puissance du réacteur chute ainsi brutalement à un niveau beaucoup trop bas pour réaliser le test et pour essayer de la faire remonter à la puissance nécessaire, la décision est prise de retirer l'ensemble des barres de contrôle. Les barres de contrôle ne maîtrisent donc plus la réaction à l'intérieur du réacteur qui finit par s'emballer complètement. La puissance remonte terriblement vite. À 1h23 minutes et 40 secondes, face à cette montée très rapide de la puissance, le bouton AZ5 est enclenché. C'est le bouton d'arrêt d'urgence du réacteur. Il a pour effet de faire redescendre en un coup l'ensemble des barres de contrôle. Mais ce que ne savait pas à l'époque le personnel de la centrale, c'est que ce système d'arrêt d'urgence a un défaut. Les barres de contrôle du réacteur ont leur extrémité faite en graphite et le graphite, c'est un combustible. Il augmente la réactivité. Dans un premier temps, ce qui rentre donc dans le réacteur, c'est ce graphite qui aggrave encore la situation à la place du bord dans lequel est fait le reste des barres de contrôle et qui lui maîtrise la réaction. Il y a donc à ce moment précis un nouveau pic de chaleur et à 1h23 minutes et 46 secondes, le réacteur nucléaire numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. Le bilan officiel humain de cette catastrophe d'après l'URSS sera seulement de 31 victimes, mais on sait bien sûr qu'il est beaucoup plus élevé. À l'époque, l'URSS va tarder très fort à reconnaître l'existence de la catastrophe. Le monde n'en est pas informé immédiatement. Le président même de l'URSS, Mikhail Gorbatchev de l'époque, n'est pas non plus immédiatement informé de l'importance de la catastrophe. Ceci parce que le directeur de la centrale, lorsqu'il va alerter les autorités, va minimiser les faits. Il va falloir attendre 2 jours pour que le monde soit alerté, ceci parce que le nuage radioactif arrive au-dessus de la Suède, qui enregistre alors des pics de radioactivité extrêmement et anormalement élevés. Le pays donne alors l'alerte.
Et en Belgique, d'après les rapports de l'IRM, le nuage radioactif arrive le 1er mai vers 6 heures du matin. Il touche d'abord la ville d'Arlon et remonte ensuite toute la Wallonie pour toucher finalement l'ensemble du territoire. À cette époque, chez nous, les autorités informent la population de la présence de ce nuage radioactif et il est conseillé notamment de laver beaucoup plus et beaucoup mieux les fruits et légumes. Mais ce sera, cela dit, à peu près l'un des seuls conseils qui sera donné à la population à l'époque. En France, pendant ce temps-là, on a droit à un cas resté célèbre de mensonge d'État. Lors d'un bulletin météo du 30 avril, il est annoncé que le nuage radioactif va s'arrêter net à la frontière suite au développement d'un anticyclone au-dessus de la France qui serait assez fort pour le repousser. On sait aujourd'hui que bien évidemment cela était faux et le nuage a bien traversé la France également. À l'époque également, les scientifiques en Belgique étaient catégoriques et assuraient que les effets de cette radioactivité sur la population en termes de santé seraient totalement nuls. Aujourd'hui, il y a un peu plus matière à débat. Alors, il y a toujours un consensus assez large pour dire qu'il n'y a aucun effet démontrable sur la santé de la population par rapport à la radioactivité produite par Tchernobyl chez nous en Belgique. Mais il y a tout de même une ou deux personnalités qui remettent cela en question. Par exemple, Luc Michel, qui est donc professeur émérite de chirurgie à l'Université catholique de Louvain. Il a déclaré à la RTBF qu'il remet en question cette théorie selon laquelle il n'y aurait pas eu d'effet sur la santé depuis qu'il a été confronté à son premier cas de cancer papillaire de la thyroïde chez un enfant en bas âge. C'est lui qui va finir par mettre la main sur un rapport de l'IRM daté de 1991 qui révèle que donc ce nuage radioactif est arrivé en Belgique par Arlon le 1er mai vers 6 heures du matin et a ensuite remonté tout le pays. Ce rapport n'était à l'époque pas public, c'est lui qui va révéler l'information. Luc Michel, cela dit, malgré ses affirmations, va rester à contre-courant de tout ce qui se dit pour l'instant en Belgique. On peut notamment citer l'Agence fédérale de contrôle nucléaire qui affirme qu'il n'y a pas d'augmentation notable du cancer de la thyroïde pour laquelle on puisse démontrer qu'il y a un lien avec le nuage radioactif de la centrale de Tchernobyl. Et il faut dire aussi qu'en réalité, partout en Europe et en Russie, les conséquences humaines de cette catastrophe restent très difficilement chiffrables. Tout simplement parce que lorsqu'une personne développe un cancer, il est extrêmement difficile d'établir la preuve, le lien entre l'explosion du réacteur de la centrale de Tchernobyl et le fait que cette personne ait développé un cancer. C'est ce qui fait qu'encore à l'heure actuelle, aucun pays ne peut déterminer précisément les conséquences de cette catastrophe. Mais cela dit, en 2026, les inquiétudes sont toujours bel et bien là au niveau international. La centrale nucléaire de Tchernobyl est toujours bel et bien au cœur des débats et au centre de l'attention. Ceci surtout depuis que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé. Il faut savoir que cette centrale a été endommagée par la guerre. En effet, depuis l'explosion du réacteur, il reste des tonnes de magma en fusion toujours hautement radioactif et pour protéger la population de cela, l'URSS à l'époque avait construit un premier dôme de confinement. Ce premier dôme, il n'était prévu que pour une durée de 20 ans et commençait à montrer les signes de faiblesse. C'est pourquoi, en 2016, un nouveau dôme de confinement a été inauguré. Il est venu se placer au-dessus de l'ancien. Il est prévu pour une durée de vie de 100 ans et dispose de systèmes permettant de démanteler la centrale. Mais voilà, en 2025, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un drone russe est venu s'écraser sur le nouveau dôme et l'a percé considérablement endommagé. Cela alors même que la première enceinte de confinement, celle qui ne devait durer que 20 ans, présente elle aussi de plus en plus de signes de faiblesse. Les inquiétudes quant à l'état de la centrale de Tchernobyl en 2026 sont donc très réelles et Greenpeace d'ailleurs a alerté sur un possible risque d'effondrement de la première enceinte de confinement, celle construite par l'URSS à la hâte. En effet, pour Greenpeace, le risque est réel de voir cette enceinte s'effondrer complètement sur, vous l'aurez compris, le magma en fusion qui se trouve dans le réacteur ainsi que toute la poussière radioactive.
Pour Greenpeace, en fait, le risque principal est lié au tremblement causé par la guerre. Si de nouveaux missiles, si de nouvelles bombes viennent à exploser à proximité de la centrale, cela fait trembler le sol. Les tremblements dans le sol peuvent causer donc des fissures sur la structure du réacteur et donc à terme amener à l'effondrement. Un effondrement donc qui pourrait avoir lieu alors que le nouveau dôme de confinement qui se trouve au-dessus de cette première enceinte qui pourrait s'écrouler, lui aussi est endommagé. Pour Greenpeace, il y a donc un réel risque de rejet de matières radioactives qui serait potentiellement catastrophique. Alors Greenpeace est appuyé aussi par les autorités ukrainiennes qui estiment qu'il y a plus de 330 ouvertures dans la première et donc la plus ancienne des enceintes de confinement et qui estime également que si un missile venait à s'écraser dans les 200 mètres aux alentours de la centrale, eh bien cette première enceinte de confinement pourrait s'effondrer. Alors évidemment, une des solutions à ce problème, c'est d'effectuer les travaux de réparation nécessaires sur la deuxième enceinte de confinement, la plus récente, celle qui est venue se mettre au-dessus et qui a été percée donc par le drone. Ces travaux, ils ont bel et bien commencé, mais ils sont entravés par la guerre pour l'instant. Il est espéré de les avoir terminés pour l'année 2030 et ils seront aussi extrêmement coûteux. On parle d'une somme de plus de 500 millions d'euros. Vous le voyez donc, la guerre vient ici considérablement augmenter le risque nucléaire autour de cette centrale de Tchernobyl et il va falloir véritablement que les deux camps soient extrêmement prudents. Voilà donc pour ce premier sujet. Il s'agissait évidemment essentiellement aujourd'hui de se souvenir et de ne pas oublier que les conséquences de Tchernobyl sont bel et bien toujours présentes à l'heure actuelle. Je vous propose maintenant de passer à une autre actu qui évoque elle aussi le passé d'ailleurs. 232 plaques de tombes de combattants de la guerre et déportés ont été volées dans le cimetière du centre à Braine-l'Alleud. Ces plaques donc étaient constituées de cuivre et reprenaient donc les noms et prénoms, dates de naissance et de mort des personnes enterrées dans les tombes. Le cuivre, une matière précieuse pour certains qui ont donc volé ces plaques. À Braine-l'Alleud, ça a donc été la stupéfaction lorsque le vol a été découvert. Certains membres des familles se sont exprimés avec émotion d'ailleurs sur les antennes d'RTL Info. Les proches qui se sont exprimés parlent notamment d'un acte scandaleux pour tout le monde et pour toutes les personnes qui ont de la famille enterrée dans ce cimetière. Et puis les chevines brennoises aux associations patriotiques et aux cérémonies du mouvement réformateur Véronique Denis-Simon s'est immédiatement exprimée sur les antennes aussi d'RTL et a annoncé que les plaques seraient remplacées et refaites en matière plastique pour ne plus s'exposer justement au vol. Elle explique aussi que la commune attache une attention particulière au devoir de mémoire et que la population est très touchée par cet événement. Autre actu maintenant, Christophe Deborsu, le journaliste de la chaîne RTL, a été épinglé par le conseil de déontologie journalistique pour son émission Je vous dérange, sans boulot, tous fraudeurs. Rappelez-vous, cette émission avait été diffusée sur les antennes d'RTL le 8 novembre 2025 et est toujours a priori aujourd'hui disponible sur le site internet de la chaîne RTL. Le journaliste Christophe Deborsu s'était rendu à Verviers dans la rue de Dizon, définie comme étant la rue la plus pauvre de Belgique. Il y avait suivi le quotidien de plusieurs résidents de cette rue. La diffusion de ce reportage avait fait couler énormément d'encre et le conseil de déontologie journalistique ainsi que le CSA avaient reçu plusieurs centaines de plaintes. Le conseil de déontologie journalistique a donc rendu sa décision et il estime que le reportage a usé de raccourcis et d'omissions d'informations essentielles qui ont contribué par effet de généralisation, à donner une image stéréotypée des allocataires sociaux. Il est notamment reproché à Christophe Deborsu de ne pas avoir mis en perspective les revenus des personnes interviewées avec le seuil de pauvreté. Or, certaines personnes interviewées avaient des revenus qui se situent en dessous de ce seuil de pauvreté. D'après le CDJ également, le phénomène de la fraude sociale n'a pas été correctement contextualisé, ça manquait de chiffres globaux, ce qui a laissé planer des soupçons infondés. Le CDJ retient également un manque de transparence envers plusieurs intervenants qui n'ont pas été informés du but réel du reportage et de l'angle de ce reportage centré donc sur la fraude.
Et puis le cas de Jacqueline interpelle particulièrement le CDJ. Jacqueline, c'est donc cette dame qui, dans le reportage, expliquait qu'elle vivait depuis plus de 8 ans sur les aides sociales, qu'elle ne se voyait pas reprendre le travail. Elle était notamment bénéficiaire du statut BIM. Pour le CDJ, la chaîne RTL a donc ici porté atteinte à sa vie privée et manqué de prudence vis-à-vis d'une personne en situation de fragilité. La chaîne RTL Info s'est donc trouvée dans l'obligation de publier l'avis du CDJ pendant 48 heures sur son site internet et tant que l'émission reste disponible en ligne, elle doit également, entre guillemets, le coller à l'émission et le publier également à ce niveau-là. La chaîne, de son côté, conteste l'essentiel des reproches qui sont faits par le CDJ et soutient son journaliste Christophe Deborsu, ainsi que l'émission qui a pour vocation d'évoquer des sujets qui dérangent. Le média explique que les personnes interviewées avaient été au préalable rencontrées à plusieurs reprises et que les grandes lignes du reportage leur avaient été expliquées. Et puis, dans le cas de Jacqueline, la chaîne estime que les mesures d'anonymisation ont été suffisantes pour la protéger du grand public et que les propos tenus et diffusés à l'écran sont ceux qu'elle a tenus librement. Le média s'est aussi exprimé sur la récupération politique qui a été faite après la diffusion du reportage et estime que cela n'est pas de sa responsabilité. Et puis enfin, dans son communiqué, la chaîne rappelle, je cite, qu'aucune réflexion déontologique ne peut avoir pour effet de fragiliser la liberté de la presse, l'indépendance des rédactions et la liberté éditoriale qui demeurent des piliers fondamentaux de toute société démocratique. Autre actu maintenant, après l'agence Moody's, il y a quelques jours, c'est désormais l'agence Standard Poor's qui dégrade la note de la Belgique. C'est donc désormais les 3 principales agences de notation des États au monde qui ont dégradé la note de la Belgique. Alors pour rappel, ces agences notifient les États en fonction de leur capacité présumée à rembourser les emprunts contractés. Au plus, elles attribuent des notes élevées, au plus l'État en question ou le gouvernement en question est jugé comme fiable et au plus les investisseurs vont avoir tendance à donner des taux d'intérêt et donc de remboursement moins élevés. Au plus, au contraire, elles estiment que les États ont moins de capacité à rembourser leurs emprunts. Au plus, les différents investisseurs pourraient avoir tendance à mettre des taux d'intérêt plus élevés et donc cela peut avoir pour effet d'aggraver la situation financière du pays. Dans le cas donc de la Belgique, désormais les 3 principales agences de notation sont d'accord sur le fait que les perspectives financières pour le pays sont actuellement négatives. Alors les conséquences possibles de cette dégradation de notes par les agences de notation des États seront donc pour la Belgique d'emprunter avec des taux d'intérêt plus élevés, ce qui ne devrait pas aider justement à régler le problème de la dette du pays. Et donc, entre guillemets, par ricochet, cela pourrait avoir des effets sur les citoyens puisque ça pourrait obliger le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires. C'est d'ailleurs ce qui est attendu dans les prochains mois, des mesures supplémentaires pour réaliser de nouvelles économies. Cela dit, il reste encore évidemment assez difficile de savoir concrètement quel impact pour les citoyens belges aura cette dégradation de notes. Il faudra voir cela dans les prochains mois et les prochaines années. Et puis enfin, dernière actu, et vous l'avez peut-être déjà vu dans les shorts, les commerces vont désormais tous pouvoir ouvrir jusque 21 heures et ce 7 jours sur 7. On supprime donc le jour de fermeture hebdomadaire obligatoire. Il y a quelques mois, le gouvernement avait déjà fait passer une loi permettant à certaines grandes surfaces d'ouvrir le dimanche. Désormais, ça s'appliquera donc pour l'ensemble des commerces. Le but affiché par le gouvernement, c'est de permettre au secteur d'avoir plus de flexibilité et d'ainsi pouvoir mieux faire concurrence, notamment au commerce en ligne, par exemple. Alors, il n'y a cela dit aucun horaire imposé pour le moment au magasin. Ce sont les enseignes elles-mêmes qui choisiront leurs horaires d'ouverture. Voilà tout pour ces belles actus de ce dimanche. J'espère que mon contenu vous a intéressé et évidemment, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de YouTube pour être tenu au courant des moments où je sors des vidéos. Quant à moi, je vous dis au maximum à mercredi pour les prochaines belles actus. Ciao!